déjà, première question, comment est né, je dirais, le désir du film et du coup, est-ce que vous vous êtes tout de suite posé la question du financement ou vous vous êtes dit j'ai très envie de le faire, je le fais et après je vois comment je le finance, enfin, comment ça oui, s'est articulé. je comprends bien. Bah, alors la jeunesse, j'avais déjà fait 2 films en Birmanie, un qui s'appelle L'école de la forêt et un autre sur la route de Mandalay, qui tous les deux étaient reliés au bouddhisme. L'école de la forêt, c'était l'histoire d'un SDF français qui a découvert, alors qu'il était dans un peu une mauvaise orientation, il touchait à la drogue, à des choses qui l'auraient mené vite à un petit peu une voie sans issue. Il a découvert, il fréquentait un ami qui était allé en Birmanie et qui avait découvert la méditation. Et donc le gars est parti en Birmanie et il est devenu moine. Il a fait de la pratique de la méditation et ça lui a tellement apporté qu'il est devenu moine et donc c'est un des rares moines français qu'on trouve là-bas en Birmanie. Donc ça c'était un premier lien avec la Birmanie et le deuxième j'ai fait un documentaire après, quelques années après, sur une nonne birmane c'était un portrait de quelqu'un que je trouvais très inspirant. Voilà. Et donc celui-là c'est le troisième. Je voulais, ce pays m'a fasciné. Et, avant j'avais fait mes films au Laos et en Chine. Et là donc c'était le troisième pays d'Asie dans lequel dans lequel je voulais tourner. Et en fait c'est vrai que je recherchais un occidental un peu connu qui est séjourné dans ce pays, en Birmanie. Et parce qu'au départ, je veux dire, j'étais comme la plupart des spectateurs d'aujourd'hui, je ne savais pas qu'Orwell avait passé 5 ans en Birmanie, même si j'avais lu. Et ça, c'était, pour la jeunesse, pour dire, c'était il y a 5 ans à peu près. Voilà. Donc le projet est né à peu près il y a 5 ans, et la réalisation, 3 ans après l'idée du projet, quoi. Alors, par rapport au mode de production, c'est vrai que les 2 films précédents que j'avais fait en Birmanie, il y en a un que j'avais autoproduit, c'était Le portrait de la nonne, là. Il a été montré dans des festivals, tout ça, mais je veux dire, c'était un film à compte d'auteur, donc je veux dire, j'étais tout seul, sans même le son, enfin je faisais moi-même le son. Ouais. Le film a été montré dans quelques festivals, à Vesoul, tout ça. On fit pas, mais j'ai même pas réussi à le vendre à une télé jusqu'ici. Enfin, je suis très mauvais commerçant, donc je veux dire, comme j'ai même pas cherché une production pour légaliser le film parce que j'ai pas ma prod, je veux dire, c'est un film sauvage. Voilà. Bon, si je me fais connaître un jour avec quelque chose qui marche commercialement, peut-être que j'intéresserai avec mes films inédits des producteurs qui vont les légaliser, mais celui-là. Et c'est pas le seul, n'a même pas de producteur officiel, quoi. Je veux dire, c'est un film sauvage à l'extrême. Il s'appelait Sur la route de Mandalay. Alors celui-là, pour ce film-là, comme je venais justement d'une expérience de film tourné avec mes propres moyens et même pas avec une production pour le légaliser, ce qui est un peu suicidaire, je le reconnais, en termes d'exploitation et de tout. Là, je voulais quand même procéder différemment, c'est-à-dire d'avoir quand même un peu de moyens. D'ailleurs, il fallait quand même un petit peu de moyens. Donc, j'ai rencontré d'abord, dans un premier temps, j'ai cherché à le faire produire par Arte via l'INA, quelqu'un de l'INA qui s'appelle Sylvie Bloom, qui est coproductrice, enfin associée de ce film. Ça a échoué. Et ça a échoué, c'est-à-dire que Arte n'a pas voulu du film, enfin pas du film, du projet. Et donc, moi j'avais déposé parallèlement le projet, parce que c'était quand même un long métrage, à l'avance sur recette. Et en même temps que j'ai eu le refus d'Arte, j'ai eu l'acceptation de l'avance. Et vous avez déjà donc, un producteur à ce moment-là que vous avez montré? Alors, oui, non, ça c'est très intéressant. Évidemment, je comprends tout à fait vos questions, et c'est important de le dire. Je me suis présenté au premier tour seul, en candidat libre.
parce que je n'avais pas de producteur. Et quand j'ai su que j'étais présélectionné, on m'a conseillé, parce qu'il m'est arrivé, j'ai eu plusieurs fois l'avance sur recette précédemment, enfin 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, 2 fois, et je l'avais toujours eu en candidat libre, sans production. Puisque j'écris tout seul, et je suis un peu artisan solitaire. Mais là, on m'a dit non, maintenant, si vous vous présentez seul sans production, vos chances sont plus que limitées, quoi. Je veux dire, pratiquement, vous n'avez aucune chance. Donc, j'ai cherché, il m'a fallu, parce qu'il y avait un mois entre la décision d'acceptation de l'avance sur recette avant l'oral, parce que c'était la première année où on doit passer un oral à l'avance sur recette pour le deuxième éliminatoire. Et là, donc, j'ai contacté Catherine Dussard, productrice de Rétipane, qui s'intéresse beaucoup à l'Asie, qui avait vu, je l'avais croisée une fois ou deux, parce que Rétipane nous avait présenté, Rétipane connaissait mes films et les appréciait. Et donc, j'ai réussi en une semaine à la convaincre de s'associer à moi pour le présenter. Donc, c'était une association fictive, c'est-à-dire si ça ne marchait pas, tout le monde repartait. Je veux dire, on ne se devait rien. Voilà, c'était. Mais bon, elle m'a accompagné le jour de l'oral parce que ça fait un peu examen. Hein, du coup, ça me donne l'impression de revenir un petit peu à l'université. Alors, ça n'a pas été tout de suite. Hein. Le premier temps, j'ai été ajourné. C'est-à-dire, ajourné, ça veut dire, vous avez le droit, on ne prend pas notre décision aujourd'hui, vous devez retravailler votre projet et on décide à une session ultérieure. Alors, c'était pour vous dire un peu le timing. Oui, non, ça va, je n'aime pas trop chaud. La première session, c'était en avril 2012. Et en avril 2012, et la session suivante, c'était fin avril 2012, c'était en début juin 2012. Quoi. Donc tout s'est fait très... donc en avril 2012, j'ai été ajourné, et on s'est représenté, ma productrice, par intérim, disons provisoire, parce que je veux dire, si ça ne s'était pas fait, je veux dire, ça s'arrêtait là, m'a accompagné de nouveau. Et c'est passé un peu comme là, hein, je veux dire, elle n'a pas beaucoup parlé, ils attendent. Donc là, pour donner un peu des conseils, je pense que c'est l'oral là qui m'a sauvé, parce que par écrit, le projet est quand même un peu, tel que je le présentais, était un petit peu atypique, quoi. Et moi, j'ai commencé le cinéma dans les années 70, quoi, et j'ai commencé par le cinéma expérimental. Et donc, moi, mon désir de cinéma, c'est plutôt un désir d'explorateur, quoi. Je veux dire, à la fois sur le plan de la forme avant tout, mais aussi, c'est devenu aussi sur le territoire. Donc, c'est l'exploration dans les deux sens du terme. Et cet esprit était très bien accepté dans les années fin des années 60, après en fait 1968, hein, et début des années 70 et même fin des années 80. Et depuis 1990, c'est-à-dire depuis à peu près 25 ans, cette liberté d'expression est très mal perçue, quoi. Et donc tout ça pour dire que je veux dire l'écriture d'un projet un peu atypique, qui est difficile, qui paraît un peu abstrait, présenté autant aux chaînes de télévision qu'à l'avance sur recette, ça effraie, les gens sont très sont très méfiants. Donc il a fallu convaincre à l'oral effectivement que c'était pas du bidon. Donc ils accordaient, je sais plus, 10 ou 15 minutes. Donc 15 minutes, j'étais un moulin à parole, il fallait prouver, voilà. Et ça marchait, mais je veux dire, c'était pas évident, quoi. On m'a donné une petite avance de 100 000 €, la plus petite qui soit, et c'est avec ça qu'on a fait le film, mais ce qui a suffi. Mais, vous avez utilisé que l'avance sur recette, du coup votre budget de film, c'est 100 000 oui, on a eu une petite 100 000 € et 5 000 € d'une association franco-birmane, voilà, qui est dans le générique, donc 105 000 €. Et finalement, donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il Mais je vais rentrer après dans les détails de la production. Il y avoir une cohérence justement entre
votre projet, vous parlez d'ITP, et justement le fait qu'il y ait un mode de financement justement qui ne corresponde pas à ce dans quoi peuvent investir habituellement les chaînes de télévision, ou est-ce qu'avec plus d'argent vous auriez peut-être été moins libre aussi? Bien sûr, bien sûr. Non, alors là c'est une très bonne question. Enfin, je veux dire, c'est même une question essentielle. Je pense qu'il y a au cœur un peu de votre enquête là. Je veux dire, le film, en fait. Je remercie le sort de ne pas m'avoir accordé Arte, parce que je pense que Arte, je veux dire, 2 décennies avant, aurait accepté un film tel que celui-là. Là, actuellement, il n'y a guère que la case de la lucarne qui pourrait accepter un tel film, sauf si j'ai des appuis sérieux, où, bon là, on espère, après la sortie du film, peut-être le vendre quand même à Arte, parce que ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est pas évident, hein, ça va être, il va falloir sûrement ramer pas mal, parce que ça rentre pas dans... Et de toute façon, ça sera une case minuit, ou la lucarne, ou je ne sais quoi, donc ça sera dans la marginalité totale. Hein. Cette évolution. Alors cette évolution, pour vous donner un peu une... je sais que vous faites partie des jeunes générations et vous allez dire, mince, finalement, on aurait mieux fait de naître 30 ans avant. Mais oui, non, attends, voilà. Alors, si vous voulez, pour vous donner une idée, en 1986, j'ai fait un film d'1h15, totalement expérimental en Chine, parce que j'ai fait beaucoup de films en Chine pendant une vingtaine d'années, encore beaucoup plus expérimental que celui-là, beaucoup plus déroutant, je veux dire, et le film est sorti en salle, dans les mêmes conditions à peu près que là, sauf qu'à l'époque c'était moins compliqué, aujourd'hui il sera impossible de le sortir celui-là. En revanche, il a été programmé sur TF1 à 21h, donc heure de prime time, dans sa version intégrale d'1h15. Voilà. Donc un film beaucoup plus expérimental que celui-là sur TF1. Pour vous donner une idée, en 1986. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait que 3 chaînes. TF1 et France 2, France 3, qui s'appelait autrement, mais je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui, vous connaissez le nombre de chaînes. Donc il y a un rétrécissement, un élargissement dans le divertissement. En revanche, disons que le cinéma, en tout cas en Europe, en France, je pense qu'en dehors de la France ça doit être peut-être pire, néglige totalement son secteur de recherche. Toute industrie a un secteur de recherche, et sinon elle est vouée à mourir. Et moi je serais assez militant sur le plan formel, parce que je pense que si le cinéma n'encourage pas quand même un secteur un petit peu de recherche et de faire de prospection sur le plan formel, le cinéma ne va pas s'éteindre forcément, mais il va rétrécir ses possibilités. Voilà. C'est-à-dire de la même manière que le cinéma muet, je veux dire en passant au parlant, pendant un certain temps est devenu assez pauvre visuellement, entre 1929 et 1940. Visuellement, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une période du cinéma que j'aime pas beaucoup, parce que je trouve qu'il y a une paresse au niveau de l'inventivité visuelle. C'est-à-dire, on avait un peu, dans l'ensemble, hein, il y a des exceptions bien sûr, mais il y avait une espèce de confiance aveugle dans le son, dans le parler, dans le fait que les films soient parlés, qui finalement les a freinés dans leur effort d'inventivité. Voilà. Et ben moi je considère que, je veux dire là actuellement, on est un peu mais ça dure quand même depuis pas mal de temps. On est dans une période, je sais pas, où c'est pas l'arrivée du parlant, mais c'est l'arrivée c'est le système politique, c'est le système mondial d'expression qui, en tout cas, à cause peut-être de la vocation populaire du cinéma, rétrécit les ambitions d'expression. Je veux dire, c'est-à-dire que on a une idée très fausse en tête, et là ça rejoint, je crois, votre sujet, c'est pour faire un film valable, il faut beaucoup d'argent. Grâce aux caméras numériques, et ça c'est un gros plus pour votre époque par rapport à l'antérieur, depuis une dizaine d'années, on peut faire quelque chose de visuellement digne, valable, avec des moyens minimes.
Donc, je veux dire, il y a une possibilité d'expression. Maintenant, je pense que le problème, il est à la fois d'inspiration, mais encore plus grave, ça encore l'inspiration, ça a été de tous les temps, mais il est, à mon avis, d'autocensure. C'est-à-dire, je pense que la jeune génération de la vôtre est... on fait tout pour vous convaincre que pour faire un film, je veux dire, il faut toute une structure, y compris la fiction, je dirais, avec pas mal d'argent, sans quoi on ne prend pas votre projet au sérieux, c'est-à-dire que ce que vous allez faire ne sera pas valable. Je suis désolé, c'est pas vrai. Je veux dire, moi, je crois qu'on fait tout pour décourager et faire rentrer ça dans la tête des gens et de la jeune génération, alors que c'est totalement faux. Le vrai problème actuellement, c'est bon, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quel film. Il y a des films qui demandent de l'argent, mais bon, je pense qu'il y a pas mal de personnes de la jeune génération qui seraient tout à fait à même de concevoir de façon réaliste si elles ont un peu une idée du coût des choses, et je pense que votre génération l'est, pour œuvrer avec liberté et exprimer avec des moyens donnés, avec un certain minimalisme. Bon, par exemple, avec le 5D, il ne faut pas faire trop de mouvements panoramiques. Bon, bah voilà, sinon ça fait quelque chose qui est visuellement laid. Bon, si vous vous amusez à faire des panoramiques rapides, alors que vous savez que ça ne sera pas bon, bah c'est tant pis pour vous, quoi, je veux dire. Bon, ça c'est un exemple tout bête. Mais pareil, si vous faites un film, vous avez besoin d'acteurs très connus, je veux dire, et que le film ne peut pas être joué par quelqu'un d'autre que Robert De Niro ou Dustin Hoffman ou Depardieu, évidemment, vous aurez un problème, quoi, je veux dire. Maintenant, en même temps, évidemment, je ne défendrai pas non plus la position de faire comme je fais, parce que moi je continue à... Ce film-là, pour moi, 100 000 et 105 000 euros, c'était, par rapport à ce que j'ai connu depuis 15 ans, c'était quelque chose de confortable. Voilà. Donc pour faire ce film-là, j'aurais que ça pour continuer à faire mes films, je serais très heureux. Mais j'ai fait des films, j'ai fait un film de fiction depuis, celui-là n'est pas mon dernier film, c'est même j'en ai fait 2 films depuis, j'en ai fait un qui s'appelait Jacques Tourneur, le médium, sur le cinéaste Jacques Tourneur. Bon, mais ça c'est pas pour le cinéma, c'est pour la télévision, pour une petite chaîne câblée, Ciné Plus, Cinéfilm, voilà. Et le film a été présenté à la Mostra de Venise, donc ça c'était bien, mais c'était pas un film pour le cinéma, donc. Et j'en ai fait un autre qui est totalement inédit, qui n'a pas et qui a été fait au tournage avec 5 000 euros, voilà. Et c'est un film de fiction. Ça pose des problèmes de diffusion, non ? Alors après ça, voilà, justement, on touche là du problème. C'est pour ça que je ne souhaite pas, je ne me présenterai pas en modèle du tout, parce que si vous voulez, c'est quand même très minant de tourner. Vous pouvez le faire une fois, mais si vous faites si vous voulez, c'est quelque chose. D'abord, il faut arriver à vivre aussi, hein, je veux dire. Mais bon, moi, j'ai réussi à faire un long métrage du point de vue tournage avec 5 000 euros. Parce que c'était en Birmanie, que les gens acceptaient d'être payés moins de $20 par jour, des acteurs, et voilà. Et ils étaient contents parce qu'ils avaient 20 fois le salaire qu'ils avaient sinon, qu'ils auraient eu habituellement. Donc c'est... Bon là je vais dans une autre direction, mais vaut mieux que vous posiez vos questions parce que je m'égare peut-être un peu. Pour continuer sur la diffusion, du coup, Une histoire birmane est diffusée, vous m'avez dit, dans une seule salle à Paris ? Alors Une histoire birmane, pour revenir à ça, oui, alors ce film-là a été... on n'a pas trouvé de distributeur. Donc on a été amené... on n'a pas trouvé de distributeur, et il faut voir aussi pourquoi, justement, la question. Pourquoi on n'a pas trouvé... pourquoi ? Je continue un peu à me le demander, parce qu'il y a quand même pas mal de... Peut-être qu'on n'a pas été assez convaincant, mais enfin le fait est que... Donc la productrice a dû distribuer elle-même le film, c'est-à-dire c'est le pire cas de figure.
Et donc, comme on n'avait aucune aide, aucune subvention, je veux dire, il n'y a pas eu d'attaché de presse. C'était une jeune stagiaire qui ne connaissait rien à ça, qui devait aider. Et il a fallu faire jouer un peu nos contacts pour intéresser les gens à le voir sur lien Vimeo, le film, quoi. Je veux dire, il y a eu 2 séances de projection de presse, pour vous dire. Et la première, il y a eu 5 personnes, dont une seule critique. Les autres étant des historiens ou des professeurs de cinéma, enfin des gens du cinéma, mais même pas des critiques. Et la deuxième, pareil, un critique et 6 autres personnes qui étaient reliées au monde du cinéma, mais qui n'étaient pas des critiques. Donc par des projections de presse, on n'a attiré que 2 critiques. Donc il y a eu, heureusement, il y a eu quand même un peu une réception critique du film, mais toutes les critiques du film, je vous montrerai le truc, ils les ont vus par lien Vimeo. Voilà. Et ce qui, pour ma génération, est et peut-être moins pour la vôtre, mais peut-être aussi pour la vôtre, est un peu difficile à accepter, parce que, je veux dire, on ne sait pas sur Vimeo comment c'est vu, sur un petit écran, et puis, enfin, je ne sais pas sur quoi on peut s'appuyer pour juger de la forme du film sur Vimeo. Bon, avec l'habitude, on dit, avec l'habitude, on juge tout. Oui, enfin, ça dépend quel film, quand même. Comment vous avez réussi à convaincre le Reflet Médicis de diffuser? Alors, le Reflet, oui, non, mais vous avez raison, il faut poser les questions jusqu'au bout, là. Le Reflet Médicis, écoutez, pour vous donner un peu le timing, le film... Mon autre film, le film sur Jacques Tourneur, a été montré à la Mostra de Venise début septembre. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, parce qu'on cherchait à le sortir en novembre, au moment des élections législatives birmanes, pour que, disons, le film rejoigne l'actualité. Parce que le film était terminé depuis 1 an quand même. Donc, et comme là les élections arrivent, tout ça, il y a un aspect du film qui finissait par devenir un peu en retard par rapport à l'actualité. Donc c'était juste le moment de le sortir, quoi. Donc j'ai tout fait. Et bon, il y a quelqu'un qui avait vu mon autre film là, à la Mostra de Venise, qui m'a dit tu devrais le proposer au Reflet Médicis, parce qu'on ne trouvait pas de salle justement pour nous accompagner, parce que la productrice avait déjà décidé de le distribuer elle-même depuis 2 mois, mais on devait avoir le Saint-André des Arts, puis au dernier moment ça n'a pas marché. Et il se trouve, je suis allé voir moi en personne le gars du Reflet Médicis, et il se trouve qu'il avait aimé un film précédent, qu'on avait un peu parlé du bien de moi. Bon, il a accepté de voir un Blu-ray du film, et et 3 jours après, il me disait j'ai un créneau pour novembre à partir du 25 sur cette semaine-là. Maintenant, je vous promets rien sur la suite, quoi. En tout cas, voilà comment ça s'est fait, quoi.